Ils ont été encerclés, et pourtant ils n'ont pas reculé. Au lieu d'accepter la pression, le Burkina Faso, le Mali et le Niger transforment l'étouffement en architecture politique, comme si la contrainte révélait enfin un plan. Et si la vraie question, avec Ibrahim Traoré, n'était plus de résister, mais de durer assez longtemps pour forcer le monde à regarder autrement. Parce que la vague, si elle tient, ne s'arrêtera pas. Ce récit n'est pas seulement une histoire de drapeaux et de discours. Il décrit un bras de fer froid, où chaque décision au Sahel déclenche une réponse à l'extérieur, parfois invisible, souvent calculée. Ce qui se joue ici, c'est l'idée la plus dangereuse pour les anciennes puissances. La souveraineté peut se reconstruire sans autorisation. L'intérêt pour le spectateur est simple, en 12 mots, comprendre comment un encerclement devient un test mondial de pouvoir. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un repère narratif. Son image, sa rhétorique et la vitesse de ses choix condensent une mutation plus large. L'Occident ne prépare pas forcément une invasion, mais une cage stratégique faite de bases voisines, d'accords de renseignement, de pression économique et d'isolement diplomatique. Et la promesse de cette vidéo tient en une ligne. Suivre la mécanique qui transforme 3 États en laboratoire géopolitique. Et voir ce que le monde fait quand le laboratoire commence à fonctionner. En 3 ans, entre 2020 et 2023, le Sahel a vu tomber un verrou que Paris croyait permanent. Et en 2022, puis en 2023, l'ordre de départ adressé aux troupes françaises n'a pas été un symbole. Il a été exécuté, pays après pays, jusqu'au Niger après juillet 2023. Ce que cela révèle, c'est que le retrait n'était pas une fin, mais un déplacement. À mesure que les forces françaises sortaient officiellement, un anneau de points d'appui se dessinait juste au-delà des frontières. Base, centre de formation, accords de défense, partage de renseignements. Le mouvement est discret, mais cohérent. Il ne vise pas seulement la surveillance, il vise la capacité de contenir et, si nécessaire, de fragiliser. Le récit classique voudrait que la rupture soit interne, coup d'État, changement de drapeau, expulsion, discours. Pourtant, la dynamique la plus déterminante se joue à l'extérieur. Parce qu'un État peut expulser une armée de son territoire, mais il ne peut pas empêcher cette même armée d'opérer à quelques kilomètres depuis un voisin aligné. C'est le cœur de l'encerclement. Il n'est pas frontal, il est périphérique. Dans cette architecture, les instruments se superposent. D'abord le militaire. Capacité de déploiement rapide, présence de conseillers, option de projection. Ensuite le renseignement, traçage des mouvements, des communications, des chaînes d'approvisionnement, puis l'économique, gel d'avoirs, aide retenue, exclusion des mécanismes financiers internationaux. Enfin le politique, discours d'illégitimité, suspension régionale, ralentissement des reconnaissances. Chaque couche renforce l'autre et tout reste officiellement présentable comme coopération sécuritaire. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une place particulière. Non pas parce qu'il est le seul acteur, mais parce qu'il cristallise une idée que beaucoup redoutent. Une souveraineté assumée, revendiquée et présentée comme un modèle exportable. Ses références à Sankara, sa posture panafricaine et le ton de défi qu'il incarne s'emboîtent dans une narration plus large. Celle d'un Sahel qui ne demande plus la permission, mais cette narration a un prix. Le texte sous-jacent est simple. L'indépendance n'est pas interdite, elle est rendue coûteuse. Et si l'isolement est la première étape de l'effondrement, alors la réponse logique est l'intégration entre les 3 États, d'où la formation de l'Alliance des États du Sahel, pas un simple forum, mais un pacte de défense, un bloc économique, une déclaration politique. La question devient alors plus tranchante. Est-ce que cet ensemble peut tenir assez longtemps pour prouver que l'ancien playbook ne fonctionne plus, ou finira-t-il forcé de négocier depuis une position de faiblesse ? Pour comprendre l'effet immédiat de ce basculement, il faut suivre une scène simple. Un État qui réapprend à décider sans guichet extérieur. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est décisif. Quand les troupes étrangères sont escortées vers la sortie, ce qui reste n'est pas un vide. C'est une chaîne d'actes administratifs, militaires et économiques qui redessinent la souveraineté au quotidien. Dans le récit du Sahel, Ibrahim Traoré sert de personnage guide parce que son pouvoir se lit comme un accélérateur. D'un côté, il incarne l'élan, discours court, référence à Sankara,
promesse d'autonomie. De l'autre, il met en évidence la contrainte, une sécurité encore fragile, des frontières sous tension et des voisins où se recomposent des partenariats militaires rivaux. L'effet est immédiat. Chaque geste interne déclenche une réaction externe, souvent indirecte, parfois silencieuse. Prenons un micro-cas, la révision des contrats de ressources. Ce n'est pas qu'un dossier technique, c'est un signal envoyé à ceux qui profitaient d'un ancien arrangement. L'or, l'uranium, les flux de revenus ne sortiront plus comme avant, sans discussion. En parallèle, l'État resserre la surveillance sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires étrangers. Ce n'est pas l'isolement annoncé, c'est une tentative d'équité et de contrôle. Mais l'impact précoce, le plus net, est psychologique. La rupture change la manière dont une population évalue le pouvoir. Ce n'est plus qui protège, mais qui décide. Et c'est là que tout se condense en une phrase, simple, dure. La souveraineté ne se proclame pas, elle se défend. Tout commence par un déclencheur clair, l'ordre de départ. Quand les autorités du Mali, puis du Burkina Faso, puis du Niger demandent officiellement aux forces françaises de quitter le territoire, le geste est présenté comme une reprise de contrôle. Mais presque immédiatement, la dynamique bascule. Ce qui ressemble à une sortie devient un déplacement stratégique et la chronologie révèle une autre lecture. D'abord, l'activation. Entre 2022 et 2023, les bases françaises ferment ou se vident à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Les convois quittent les capitales sous escorte, les drapeaux sont abaissés. Dans le discours public, c'est la fin d'une ère. Pourtant, dans le même temps, des accords de défense sont renforcés ailleurs. Le Bénin accueille de nouveaux centres de formation. La Côte d'Ivoire approfondit ses liens militaires avec militaires avec Paris. Le Ghana et le Togo évaluent l'élargissement de leur partenariat sécuritaire. Le retrait n'efface pas la présence, il la redistribue. Vient ensuite le pic. Ce n'est pas un événement unique, mais une accumulation. Base périphérique, capacité de renseignement, options de déploiement rapide, tout s'agence autour des frontières du nouvel ensemble sahélien. L'encerclement n'est pas déclaré, il est construit, il fonctionne par couches, militaires d'abord, avec la possibilité d'intervenir à proximité. Informationnel ensuite, grâce aux accords de partage de renseignements, qui permettent de suivre mouvements, communication et flux logistiques. Économique enfin, par la pression sur les financements, l'aide retenue et les mécanismes internationaux fermés. Chaque levier, pris isolément, reste défendable. Ensemble, ils forment une cage. C'est dans ce moment de tension maximale que la narration interne change. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, ne se contente plus de parler de rupture. Il parle de durée. Son discours glisse du symbole à la structure. Expulser est une chose, tenir en est une autre. La ligne est claire. Si la sécurité servait de justification à la présence étrangère, alors elle doit désormais être assurée localement. Le recrutement militaire augmente, la formation s'intensifie, les fournisseurs se diversifient, notamment hors du bloc occidental. Le message est direct, la dépendance sécuritaire ne sera plus l'argument central. Puis viennent les répliques, les déchocs. La souveraineté revendiquée ne s'arrête pas aux armes. Elle s'étend aux ressources. Les contrats miniers sont réexaminés. Les termes de l'extraction de l'or et de l'uranium, négociés parfois depuis des décennies, sont remis en question. Ce mouvement touche des intérêts établis, des flux financiers massifs et des équilibres politiques anciens. La réaction est prévisible. Inquiétude des investisseurs, durcissement du discours diplomatique, multiplication des mises en garde. Dans cette séquence, rien n'est improvisé, mais rien n'est totalement maîtrisé. Chaque décision interne crée une onde externe. Chaque pression externe renforce paradoxalement le récit interne de résistance. La dynamique devient circulaire. Plus l'encerclement se précise, plus l'intégration entre les États du Sahel apparaît comme une nécessité, et non comme un choix idéologique. À la fin de cette phase, une chose est acquise. Il n'y a plus de retour au statu quo. La ligne a été franchie, le processus est engagé, et la question n'est déjà plus celle du déclenchement, mais de l'endurance. Entre 2020 et 2023, la logique du Sahel est passée d'un ordre hérité à une contestation structurée. C'est le basculement de référence, le baseline et la delta
est l'apparition d'un bloc politique qui ne se contente plus de protester, mais qui s'organise. Un premier repère apparaît, la séquence des expulsions. En 2022, le Mali notifie le départ des forces françaises, puis ce geste devient reproductible, presque contagieux. Explication en une phrase, un départ exécuté prouve que l'option existe réellement. À partir de là, le retrait cesse d'être une menace abstraite. Il devient un précédent opérationnel, un mécanisme copiable. Un deuxième repère se précise, l'accélération en 2023. Le Burkina Faso suit et, dans le même mouvement régional, le Niger tranche à son tour. Explication en une phrase. Quand plusieurs capitales prennent la même décision, la rupture cesse d'être isolée. Ce qui était un événement unique devient une tendance, et une tendance attire toujours une réponse extérieure. C'est ici que la lecture quantitative prend une forme différente. Ce n'est pas la taille d'une armée qui compte, mais la densité des points d'appui autour d'un espace contestataire. Un troisième repère complète le tableau, la substitution des fournisseurs et des partenaires. Là où le système précédent reposait sur une sécurité externalisée, le nouveau cadre repose sur une sécurité diversifiée. Formation locale, équipement obtenu hors des circuits occidentaux, coopération avec des acteurs non occidentaux. Explication en une phrase, diversifier les sources de sécurité réduit le pouvoir de veto d'un seul bloc. Ce changement n'est pas seulement tactique, il modifie la structure de dépendance. La logique économique suit la même pente. Les textes évoquent le gel d'avoirs, la rétention d'aide et l'exclusion de mécanismes financiers internationaux comme outils de pression. On peut lire cela comme une mesure, non parce qu'elle se chiffre facilement, mais parce qu'elle suit un protocole. Isoler, ralentir, épuiser. Le point important est la combinaison. La pression économique n'agit pas seule, elle complète le militaire et le diplomatique. Sur le plan politique, la délégitimation devient une variable stratégique. Les juntes sont cadrées comme illégitimes, instables, indignes d'être reconnues. Des organisations régionales suspendent les États concernés. Là encore, l'effet n'est pas un chiffre, c'est un coût cumulé. La souveraineté proclamée reste possible, mais elle devient plus chère à maintenir. Dans cette matrice, Ibrahim Traoré sert de nœud narratif, parce qu'il relie trois dimensions en une seule figure. L'armée, la rhétorique et la vitesse d'exécution. Ses références à Sankara, son ton panafricain et son positionnement comme symbole générationnel ne sont pas décrits comme décoratifs. Ils fonctionnent comme un carburant politique. Et un carburant politique, surtout dans un espace post-colonial, peut être plus puissant qu'un matériel militaire, parce qu'il se diffuse. La conséquence chiffrable la plus importante, paradoxalement, reste la plus simple. En 3 ans, l'ancienne architecture de dépendance n'est plus stable. Elle n'est pas détruite, mais elle n'est plus automatique. C'est exactement ce qui rend l'encerclement efficace. Il ne force pas une capitulation immédiate. Il vise l'endurance. Et c'est là que la question devient brutale. Combien de temps un projet de souveraineté peut-il tenir quand chaque couche, militaire, économique, diplomatique, est activée simultanément ? Le meilleur argument des capitales occidentales tient en 2 points, et il mérite d'être pris au sérieux. D'abord, sans coopération sécuritaire extérieure, la lutte contre le terrorisme risque de s'affaiblir et l'instabilité peut s'étendre. L'idée implicite est simple. Les armées locales ne disposent pas toujours des capacités de renseignement, de projection et de coordination nécessaires pour contenir des groupes armés mobiles, transfrontaliers et opportunistes. Ensuite, la rupture politique et économique avec l'ancien système peut assécher l'accès au financement, ralentir l'aide et provoquer un choc social interne. Autrement dit, la souveraineté déclarée pourrait se transformer en isolement coûteux, et l'isolement pourrait devenir le chemin le plus court vers l'effondrement. Mais l'argument inverse, côté Sahel, s'articule lui aussi en 2 axes. D'abord, la coopération sécuritaire à l'ancienne est décrite comme un cycle sans fin. Des milliers de militaires étrangers, des milliards d'aides, et pourtant une insécurité qui s'aggrave, un terrorisme qui se propage et une pauvreté qui se creuse. Le raisonnement est brutal. Si le modèle était efficace, il aurait déjà produit une stabilisation visible.
Ensuite, la dépendance économique est présentée comme un piège structurel. Extraction de ressources, flux sortants et population parmi les plus pauvres. Ce n'est pas une plainte morale, c'est un diagnostic politique. Les contrats miniers, l'uranium, l'or et la manière dont la valeur quitte le sol sont au cœur de la contestation. La réponse la plus solide au Stillman occidental n'est donc pas tout rejeter, mais reconfigurer. C'est précisément ce que le texte décrit. Expulser des troupes n'empêche pas de rechercher d'autres partenaires. Renégocier des contrats n'interdit pas l'investissement. Former une alliance ne supprime pas les menaces internes. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, devient un symbole parce qu'il incarne la seconde thèse. La souveraineté ne vaut que si elle se rend durable, opérationnelle et reproductible. Le point critique reste là. L'Occident mise sur un coût cumulé, militaire, économique, diplomatique, pour forcer le retour à l'ordre ancien. Le Sahel mise sur l'intégration, la diversification et la narration pour absorber ce coût. La question n'est plus de savoir qui a raison sur le principe, mais qui tient sur la durée. Tout se joue sur la durée. Le renversement le plus discret, c'est que l'encerclement n'est pas une attaque, c'est un test d'endurance. On ne cherche pas forcément à reprendre le Sahel par la force, mais à rendre chaque pas vers la souveraineté plus cher, plus lent, plus fragile. Et c'est exactement ce qui change la lecture des événements. Si la pression reste présentable, coopération sécuritaire, stabilisation, lutte antiterroriste, alors elle peut durer longtemps sans provoquer de rupture ouverte. Dans ce cadre, l'Alliance des États du Sahel n'apparaît plus comme un geste idéologique, mais comme une réponse technique à un problème stratégique. Comment empêcher l'isolement de devenir la première marche vers l'effondrement ? Mutualiser des moyens, coordonner la sécurité, construire des chaînes d'approvisionnement régionales et afficher un front politique unifié deviennent des actions de survie. C'est aussi là que la figure d'Ibrahim Traoré change de statut. Il ne représente plus seulement une rupture nationale, mais la possibilité qu'un modèle devienne contagieux. Et c'est précisément cette contagion, l'idée que l'ancien playbook ne marche plus, qui transforme un conflit local en laboratoire mondial. Pour les gouvernements d'abord, l'effet est immédiat et concret. L'encerclement transforme chaque décision en arbitrage sous contrainte. Coopérer davantage entre Bamako, Ouagadougou et Niamey devient une nécessité administrative, autant que politique. Coordination aux frontières, harmonisation des politiques sécuritaires et messages diplomatiques communs. Cette logique réduit l'isolement, mais elle augmente aussi la charge de gouvernance. Gouverner ensemble demande plus de discipline, plus de compromis et une capacité à gérer les divergences internes sans arbitre extérieur. C'est un gain d'autonomie, mais aussi une exposition directe aux erreurs. Pour les entreprises ensuite, surtout celles liées aux ressources, la période est marquée par l'incertitude. Les contrats miniers sont revus, parfois suspendus, parfois renégociés. Les règles du jeu deviennent moins prévisibles, mais aussi plus explicites. Les acteurs habitués à des cadres stables, hérités de l'ancien système, doivent désormais composer avec des États qui veulent capter davantage de valeur localement. Pour certains investisseurs, cela signifie un retrait prudent. Pour d'autres, une opportunité conditionnelle, restée, mais à des termes différents. L'économie ne s'arrête pas, elle se reconfigure sous pression politique. Pour les populations, l'impact est plus ambivalent. À court terme, la rupture peut accentuer les tensions, ralentissement de certains financements, pression sur les prix, incertitude sécuritaire persistante. Mais elle produit aussi un déplacement symbolique puissant. La question centrale n'est plus seulement qui nous aide, mais qui décide pour nous. Ce changement de référentiel nourrit une attente nouvelle envers les autorités. Les discours sur la souveraineté cessent d'être abstraits. Ils sont évalués à l'aune de résultats tangibles, sécurité, emploi, services publics. La patience devient une ressource politique rare. À l'échelle régionale enfin, le choc dépasse largement le triangle sahélien. Les pays voisins observent. Certains renforcent leurs liens avec les puissances occidentales, d'autres adoptent une posture prudente, attentive. Le message est double. Rompre est possible, mais coûteux. Tenir est admirable, mais risqué. C'est précisément ce calcul qui rend l'expérience du Sahel si sensible. Elle force chaque capitale africaine à réévaluer ses marges de manœuvre sans discours théorique,
uniquement par l'exemple. Dans cette chaîne des faits, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de focalisation médiatique. Non parce qu'il contrôle seul le processus, mais parce qu'il incarne sa dimension la plus visible. Jeunesse, défi, continuité, avec une mémoire politique panafricaine. Sa présence amplifie les réactions, positives comme négatives. Elle attire l'attention, donc la pression, mais aussi la solidarité symbolique. Au final, les conséquences pratiques dessinent une ligne claire. La souveraineté revendiquée produit des gains politiques et identitaires, mais elle redistribue les coûts à tous les niveaux. Gouvernements, entreprises, citoyens et voisins régionaux sont entraînés dans une même équation, accepter l'ancien ordre ou apprendre à vivre avec l'incertitude d'un nouveau. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des scénarios conditionnels. La variable centrale reste la même, la capacité à absorber un coût cumulé tout en produisant des résultats visibles, surtout en sécurité et en stabilité économique. Dans un scénario de base, la pression continue, mais l'ensemble tient. L'encerclement reste en couche, surveillance, discours diplomatique, contraintes financières, coopération sécuritaire périphérique. Dans le même temps, l'Alliance des États du Sahel consolide ses routines, coordination aux frontières, mutualisation de certaines capacités et communication politique unifiée. Le coût est réel, mais il est géré. Les populations voient trop des efforts, pas forcément des miracles. Les partenaires non occidentaux restent présents sans transformer instantanément la situation. Dans ce scénario, la souveraineté devient une endurance organisée. Dans un scénario plus favorable, la cohésion s'améliore et l'anneau se fissure. Les États du Sahel réussissent à stabiliser certains axes sécuritaires, à maintenir des flux économiques suffisants et à rendre crédible la renégociation des ressources sans effondrement interne. Le récit d'autonomie gagne en légitimité parce qu'il s'accompagne de preuves, capacité de décision, projets d'infrastructure et meilleure maîtrise des chaînes d'approvisionnement régionales. Dans cette configuration, l'idée d'alternative devient concrète. L'ancien monopole se brise davantage et la contagion symbolique s'accélère. Dans un scénario plus sombre, l'isolement se transforme en fragilisation interne. Les sanctions ou restrictions discutées deviennent plus lourdes. Les mécanismes financiers se ferment plus nettement. Les tensions sociales augmentent et la question sécuritaire reste inflammable. Dans ce contexte, l'encerclement atteint son objectif sans invasion, produire une fatigue, des divisions et une perte de confiance. La souveraineté déclarée survit dans les discours, mais se fissure dans la gouvernance quotidienne. Le risque est alors un retour forcé à une négociation en position de faiblesse ou une instabilité qui sert de justification à davantage de pression extérieure. Un même conseil traverse ces 3 scénarios, ne pas confondre symbole et système. Ibrahim Traoré peut incarner une séquence, mais la durabilité dépend de structures, coordination régionale, gestion des ressources et capacité à limiter le coût social de la rupture. Si les institutions tiennent, le récit tient. Si les institutions glissent, le récit devient une vulnérabilité. Et la question qui reste ouverte, au fond, est celle-ci. Le monde accepte-t-il une Afrique multipolaire qui choisit ses partenaires, ou cherchera-t-il toujours à rendre ce choix trop cher pour être tenté ? Ce basculement n'est pas une abstraction géopolitique. Il finit toujours par toucher des vies ordinaires, même si le lien paraît lointain. Quand l'aide est retenue, quand des mécanismes financiers se ferment, ou quand l'incertitude ralentit des investissements, la conséquence n'apparaît pas d'abord dans les discours officiels, mais dans les détails. Prix qui montent, emplois qui se raréfient, services publics qui se tendent, sentiment d'insécurité qui persiste. Pour un premier groupe, celui des jeunes urbains, l'enjeu se résume souvent à une tension simple, fierté et impatience. La souveraineté promet une dignité politique, mais elle demande du temps pour produire des résultats. Cette attente peut devenir une force si elle s'accompagne d'un récit cohérent et d'améliorations visibles, même modestes. Elle peut aussi devenir un risque si l'écart entre la promesse et le quotidien s'élargit. Pour un second groupe, les communautés proches des zones d'insécurité, la question est plus brute, protection et stabilité. Elles évaluent moins la rhétorique que la capacité à réduire les menaces. Ici, l'argument du Sahel est clair.
Si l'ancien modèle n'a pas empêché la propagation du terrorisme, alors la rupture n'est pas un caprice, mais une tentative de correction. Mais cette tentative est jugée à chaque incident, à chaque déplacement, à chaque rupture de circulation. Pour un troisième groupe, les travailleurs des filières liées aux ressources, la renégociation des contrats ouvre une possibilité. Que davantage de valeur reste sur place. Elle ouvre aussi une incertitude. Transition mal maîtrisée, ralentissement temporaire, conflit d'intérêts. Là encore, le facteur décisif est la gestion, pas le slogan. 2 gestes simples peuvent aider le spectateur à comprendre sans se perdre, distinguer ce qui relève du symbole et ce qui relève de la structure. Puis, observer les effets dans le temps, pas seulement dans l'instant. C'est souvent là que se révèle la vérité d'un basculement. Pour commencer, il faut stabiliser la coordination sécuritaire entre les 3 capitales, non comme un slogan, mais comme une routine. Qui fait quoi, où et avec quel protocole aux frontières. On peut en suivre l'effet par nombre d'opérations conjointes et capacité à répondre plus vite aux incidents transfrontaliers. Sans cette base, toute souveraineté reste exposée au choc. Puis, il faut renforcer la chaîne renseignement, décision, action. Cela signifie établir des canaux communs de partage d'informations, éviter les doublons et limiter les zones grises où des acteurs externes peuvent exploiter des failles. On peut en suivre l'effet par réduction des délais d'alerte, meilleure traçabilité des mouvements et cohérence des réponses publiques. Puis, une troisième étape consiste à sécuriser l'économie minimale de fonctionnement. Cela ne suppose pas une croissance rapide, mais une capacité à maintenir les services essentiels malgré la pression financière. On peut en suivre l'effet par continuité de l'approvisionnement, maintien de certains investissements prioritaires et réduction des points de rupture logistique. Sans cela, l'endurance devient politiquement impossible. Vient ensuite une 4e étape, renégocier les ressources avec une logique graduelle. Le but n'est pas de casser brutalement, mais de rendre les termes plus équitables et plus lisibles. On peut en suivre l'effet par transparence accrue, revenus plus traçables dans les budgets nationaux et mécanismes de contrôle qui limitent les fuites. Cette phase est critique parce qu'elle touche les intérêts les plus sensibles. Enfin, une 5e étape, protéger la cohésion interne par une communication disciplinée. Ibrahim Traoré et les autres dirigeants doivent éviter que la rhétorique devienne une promesse absolue. On peut en suivre l'effet par messages constants, attentes réalistes et réponses rapides aux rumeurs et campagnes de délégitimation. Pour terminer, il faut définir un indicateur simple, public, répétable. Sécurité, continuité économique et niveau d'isolement diplomatique. Parce que ce projet ne se gagnera pas par un discours, mais par une capacité à mesurer, corriger et tenir. On revient alors à l'image la plus simple, un territoire qui refuse de céder, même quand tout autour se resserre. Dans cette histoire, le Sahel n'est pas seulement un lieu, il devient un miroir où l'on voit comment la puissance moderne agit, rarement par invasion, souvent par accumulation de coûts, par périphérie, par endurance. Le motif que l'on retrouve depuis le début est celui de la cage, non pas une prison visible, mais un ensemble de couches qui rendent chaque mouvement plus lourd. Et c'est précisément ce qui donne sa force à la réponse sahélienne. Transformer la pression en structure, la rupture en système, l'isolement en intégration. Ibrahim Traoré revient ici comme un rappel humain dans un mécanisme froid. Sa jeunesse, sa rhétorique panafricaine, son invocation de Sankara ne sont pas seulement des symboles, elles servent de carburant narratif à une idée que beaucoup voudraient contenir. L'indépendance peut être plus qu'un anniversaire, elle peut redevenir un choix. Et pour fixer l'idée en une seule phrase, en 12 mots, la souveraineté ne survit que si elle devient une habitude collective. À la fin, ce qui reste n'est pas une conclusion confortable, mais une question de civilisation politique. Si le Sahel tient, même imparfaitement, il prouve qu'un ancien système peut être contourné, que des alternatives peuvent exister et que la peur de l'isolement n'est plus un verrou absolu. Si le Sahel cède, il devient une leçon dure sur le coût de la défiance et une justification pour ceux qui disent que la dépendance était plus sûre. C'est pour cela que ce récit dépasse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il touche l'idée même d'une Afrique multipolaire,
capable de choisir ses partenaires, de renégocier ses ressources et de supporter le prix politique de ce choix. Ibrahim Traoré n'est qu'un des visages de cette séquence, mais un visage qui concentre l'attention, donc les réactions, donc la pression. La question maintenant n'est pas de prendre parti en slogan, elle est de regarder la mécanique et de se demander ce que l'on accepte comme normal dans l'ordre mondial. Une souveraineté conditionnelle ou une souveraineté qui se paie mais se construit. Et vous, selon vous, qu'est-ce qui décidera vraiment de l'issue ? La sécurité, l'économie ou la capacité à tenir psychologiquement sous pression ?